Le cours sur le Moyen-Orient depuis 1945, c'est vraiment le cours qui est compliqué pour nous les historiens, parce que, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça, si vous comprenez quelque chose au Moyen-Orient, c'est que vous n'avez rien compris. Donc c'est un cours difficile, et donc on a beaucoup de chance ce soir d'accueillir Jean-Pierre Figu. Jean-Pierre Figu enseigne à Sciences Po, en histoire contemporaine, le grand cours sur le Moyen-Orient, parce qu'il y a une hiérarchie des cours à Sciences Po. Donc vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez commencé à Sciences Po avec une thèse sur l'ORTF. Alors les moins de 30 ans ne savent pas ce qu'est l'ORTF. En 1968. Ouais. C'était l'organisme de la radio-télévision française. Voilà. Et après, vous avez réalisé au moment de la guerre du Liban un rapport sur les personnes disparues, rapport qui a été présenté à l'ONU. Ensuite, vous êtes un homme engagé, je dirais, dans la vie internationale, puisque vous avez été en poste, vous m'arrêtez si je me trompe, en Jordanie, en Tunisie, et puis surtout en Syrie, qui est le pays de votre cœur. Et à ces occasions-là, vous étiez donc conseiller pour le Quai d'Orsay, pour le ministère des Affaires étrangères. Vous avez aussi participé à des cabinets ministériels avec M. Jospin, j'oublie M. Jox, je crois, à l'intérieur, à l'époque de François Mitterrand. Vous écrivez beaucoup, alors il y a notamment ces dernières années, là, entre 2013 et 2015, il y a peut-être des ouvrages plus récents dont vous parlerez. Vous écrivez sur cette passion arabe que vous avez, puisque vous êtes arabisant, hein, vous avez fait l'INALCO, et sinisant. Bon, je ne sais pas si on dit sinophone, sinisant. Voilà. Alors, on a quelques élèves sinisants ici aussi. Et ces ouvrages donc, sont différents ouvrages, mais il y en a un qui est la documentation. Alors il y a des ouvrages qui sont des ouvrages, je dirais, de type universitaire, hein, qui est Daesh en 2015, le nouveau Moyen-Orient, la bande de Gaza. Je vous écris d'Alep, hein, témoignage sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Alep. Et pour vous les élèves, peut-être plus facile à lire, mais ça ne vous interdit pas aussi de lire des ouvrages universitaires, vous avez cette bande dessinée en 3 volumes, Les meilleurs ennemis, une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Et c'est, vous faites le texte, le scénario, et c'est David B. qui est en fait, je l'ai identifié comme Pierre-François Bochard. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la bande dessinée, mais c'est quelqu'un qui dessine beaucoup. Et ces 3 albums de bande dessinée présentent donc l'histoire justement du Moyen-Orient depuis la fin du XVIIIe siècle, mais avec évidemment une insistance plus grande portée au XXe siècle. Et puis enfin, là on partage la même génération, vous avez ici écrit un livre sur Jimi Hendrix, Le Gaucher magnifique. Autrement dit, vous avez des centres d'intérêt très divers, donc merci de nous consacrer ce temps ce soir. Merci chaleureusement de cette présentation. Merci à l'école alsacienne, à vous toutes, à vous tous, aux enseignants, à votre directeur. C'est ma première intervention à l'école alsacienne, mais ce n'est pas ma première intervention devant les lycéens de Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre, dont je salue la présence ce soir. Alors, l'anecdote qui a été citée en entrée, en fait, c'est si vous comprenez quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Eh bien, je pense qu'on peut comprendre et qu'on a même un devoir de comprendre, un devoir citoyen. Vous, en plus, vous avez quelques échéances plus écrites. Et je crois qu'un historien doit justement offrir le sens et l'interprétation, surtout quand, et là, ça fait effectivement pas loin de 40 ans que je traîne mes guêtres au Moyen-Orient, je me rends compte que tous ceux qui vous disent qu'on ne peut rien y comprendre, ben bizarrement, c'est les dictateurs, les djihadistes, les trafiquants, c'est-à-dire tous ceux qui ont vraiment intérêt à ce qu'on n'y comprenne rien pour que leur business continue de fonctionner à plein et leur oppression d'opprimés. Je suis historien, c'est un métier, ce n'est pas une opinion. Demain, je suis invité par l'Université hébraïque de Jérusalem, où je me rends donc demain matin. Et en même temps, j'ai écrit la seule et unique histoire de Gaza à ce jour. Je ne suis pas pro ceci,
ou pro cela. Je suis historien et je dois apporter du sens, c'est mon devoir. Et en même temps, je fais une histoire de ce temps, par la bande dessinée, par d'autres biais, y compris la chanson. C'est pas moi qui chante, j'écris. Je crois que l'histoire de ce temps, surtout pour cette région, est capitale pour votre génération. Pour le meilleur et pour le pire, j'espère évidemment pour le meilleur. À titre personnel, j'ai beau être professeur des universités, j'ai toujours beaucoup de plaisir à intervenir en milieu lycéen. C'est d'ailleurs une intervention en milieu lycéen qui a constitué la première contribution de mon blog pour Le Monde. Alors, il me reste 45 minutes pour vous parler du Moyen-Orient depuis 45, c'est bien, ça rime. Donc on va commencer par le début. C'est quoi le Moyen-Orient 1945? D'ailleurs, c'est quoi le Moyen-Orient? En fait, le Moyen-Orient, c'est un concept très récent. Il apparaît en 1902 sous la plume d'un amiral américain. Avant, on parlait de l'Orient ou du Levant. D'ailleurs, la question d'Orient était la question cardinale de la diplomatie au XIXe siècle. Le Moyen-Orient en 1945, il est devenu moyen parce qu'il est au cœur de la globalisation de cette époque-là. C'est-à-dire que, pour résumer ce que disait Mahan, qui contrôle le Moyen-Orient contrôle le monde. J'insiste sur le fait que Mahan écrit cela en 1902 comme amiral américain dans une revue britannique, donc un demi-siècle avant l'exploitation du pétrole massive et la fondation de l'État d'Israël, qui sont généralement les deux raisons pour lesquelles on vous dit que c'est pour ça que le Moyen-Orient est important. Eh bien non. Les empires se font et se défont au Moyen-Orient bien avant cela. Mais en 1945, on est à la veille de l'émergence de ces deux facteurs comme composants stratégiques des relations internationales contemporaines. Mais on n'y est pas encore. La Deuxième Guerre mondiale s'achève et on prépare déjà la suivante, la guerre froide. Février 1945, c'est Yalta, donc avec Staline, Roosevelt et Churchill. Et immédiatement après Yalta, dans le plus grand secret, Roosevelt prend le temps d'aller rencontrer le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud, pour... c'est la Saint-Valentin, c'est un 14 février. Et c'est une alliance non écrite où la sécurité énergétique des États-Unis par le pétrole d'Arabie est assurée en contrepartie de la garantie de la sécurité de l'Arabie par les États-Unis, avec une espèce d'astuce qui fait que vraiment Roosevelt insiste pour qu'Ibn Saoud déclare la guerre à l'Axe, pour qu'il puisse intégrer les Nations Unies. Or, on voit bien que comme démocratie en guerre contre le fascisme, l'Arabie Saoudite, c'était quand même, et ça reste toujours un peu discutable. Mais c'est ainsi. Et donc, d'ores et déjà, chaque camp se prépare pour l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, les uns avec le pétrole, les autres avec les révolutions. Les puissances coloniales, la France et la Grande-Bretagne, se sont retirées, sauf d'un endroit, la Palestine. Elles avaient obtenu des mandats de la Société des Nations qui s'est effondrée à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et qui va être remplacée en cette même année 1945 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Ces mandats, ils ont pris fin pour la France en Syrie et au Liban en 1943, pour la Grande-Bretagne en Irak en 1932, en Transjordanie en 1946, mais il reste la Palestine. Et la Palestine, c'est déjà une question apparemment insoluble parce que le mandat porte en lui-même une impossibilité. Un mandat, c'est, quelle que soit la dimension paternaliste, néocolonialiste, c'est une puissance mandataire qui accompagne un peuple vers un État indépendant. Mais c'est quoi l'État indépendant de Palestine si, à l'intérieur du mandat, on a incorporé dès 1922 la déclaration de Balfour, par laquelle le ministre des Affaires étrangères de Sa Gracieuse Majesté officialisait le soutien de Londres à, je cite, l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Alors c'est quoi la Palestine de l'après-mandat? Est-ce que c'est un État binational? Et vous voyez que la problématique n'a pas beaucoup changé, hein, jusqu'aux divagations de Trump aujourd'hui. Hein, one state, two states, anything that goes.
Hein, c'est quoi? C'est un État binational ou c'est deux États? Et on voit bien que le projet sioniste, qui au début du mandat pouvait éventuellement être traité par le mépris par la partie arabe, et bien ça ne peut plus être le cas en 1945. D'abord parce qu'un tiers de la population de Palestine est juive, mais surtout parce qu'il y a l'Holocauste. Et que cet Holocauste transforme complètement la perception à la fois de la nécessité impérative pour les Juifs, quelles que soient les critiques qu'ils aient à l'égard du projet sioniste, pour établir cet État qui va devenir Israël, mais aussi la perception du monde entier. Et donc, on a deux tiers de population arabe, un tiers de population juive, mais surtout, on a d'un côté les Yishuv, c'est le terme arabe pour dire établissement, c'est-à-dire le proto-État israélien en Palestine, qui lui a une vision historique et qui va de l'avant et qui construit, et il construit paradoxalement sur l'approche de son chef, David Ben-Gourion, qui est une approche gradualiste. Il y a eu des débats très forts à l'intérieur du sionisme entre ce qu'on appelle le révisionnisme, c'est la tendance de M. Jabotinsky, qui a été défaite, et donc Ben-Gourion, travailliste, qui, lui, veut procéder par étapes, en disant, eh bien, chaque étape, nous engrangeons le résultat, et ça ne préjuge pas de l'étape suivante, mais nous l'acceptons. Or, la partie arabe, elle, depuis le début, depuis l'établissement du mandat, en niant la déclaration Balfour, s'interdit une approche intermédiaire. C'est toujours tout ou rien. Et on voit bien comment ce tout ou rien, loin de profiter à la partie arabe palestinienne, l'a profondément affaibli dans une série de crises successives, et notamment 1936-1939, ce qu'on appelle la grande révolte, mais qui en arabe est une saoura, une révolution, où de fait le mouvement nationaliste palestinien a été décapité. Et donc on a d'un côté un mouvement sioniste qui lui est en initiative et qui est porté par l'épouvante de l'Holocauste, et de l'autre côté des nationalistes palestiniens qui n'ont plus de direction digne de ce nom et qui campent sur des positions de principe qui, elles, sont devenues obsolètes. Pour faire simple, la Grande-Bretagne, qui n'en est pas un abandon près, hein, elle va quand même laisser les Indes s'effondrer dans la partition avec quelques millions de morts, décide qu'après tout, son mandat, eh bien, ce n'est plus le sien. Elle s'en remet aux Nations Unies et elle demande aux Nations Unies de se saisir de la question de Palestine en précisant que le 15 mai 1948, elle quittera le territoire en question. Donc on a d'un côté, 1945, la fondation de la Ligue des États arabes, on dit généralement la Ligue arabe, avec donc ces États arabes nouvellement indépendants, l'Égypte, la Transjordanie, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Yémen, et les deux seules républiques que sont la Syrie et le Liban. Toutes les autres sont des monarchies. Et on a cette question de Palestine qui reste pendante. Quand Ibn Saoud rencontre Roosevelt, et que Roosevelt lui parle de l'établissement des Juifs en Palestine, Ibn Saoud, en bon bédouin, répond « Alors là, vraiment, moi, je ne comprends pas. Nous, les Arabes, on est vos alliés. Pourquoi vous allez faire du mal à vos alliés au profit de vos ennemis? Si les Allemands ont fait du mal aux Juifs, pourquoi vous n'installez pas les Juifs en Allemagne, en leur donnant les maisons et les terres des Allemands ?» On voit bien que ce type de raisonnement, une espèce d'évidence bédouine, n'est absolument pas d'actualité. De 1945 à 1947, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Britanniques vont abandonner le mandat et s'en remettre à l'ONU, on a une vague de terrorisme juif majeure. Aussi bien les organisations extrémistes, ce qu'on appelle l'Irgun, littéralement l'organisation, responsable de l'attentat du King David, avec des dizaines de morts, que les travaillistes ont décidé de se livrer à cette violence déchaînée pour que justement les Britanniques craquent. Les Britanniques qui veulent interdire l'immigration juive en Palestine. Finalement, en 1947, la commission qui rapporte sur la Palestine va proposer à l'Assemblée générale, j'insiste, l'Assemblée générale de l'ONU, deux solutions. Un plan de partition,
ou un État fédéral. Et c'est ce plan de partition qui va être approuvé donc, par l'Assemblée générale des Nations unies, à une grande majorité, mais on voit bien que ce n'est pas un consensus. Mais ce qui est important, c'est que, alors même que la guerre froide a déjà commencé, entre autres en Grèce, eh bien les États-Unis et l'Union soviétique soutiennent la partition au nom des aspirations à leurs yeux légitimes de l'État d'Israël. L'Union soviétique est convaincue que la déstabilisation que va introduire un tel État sera fatale aux différents régimes soutenus par les Occidentaux. Quant aux États-Unis, ça n'est plus Roosevelt qui est à leur tête, il est mort au début de son 4e mandat. C'est M. Harry Truman qui disait très simplement, chaque fois qu'on parlait de la Palestine, « I want New Jersey ». Et il avait raison, parce qu'il a eu New Jersey, et s'il n'avait pas eu New Jersey au présidentiel de 1948, il les perdait. Donc on a d'ores et déjà cette internalisation de la question de Palestine dans la vie politique américaine. Non, ce n'est donc pas sur la base d'un raisonnement international, mais sur ces considérations que le plan de partition va être approuvé, qu'il va être rejeté par les Arabes, qu'on va avoir de novembre 1947 à mai 1948 une guerre civile entre juifs et arabes en Palestine qui tourne très largement à l'avantage des milices juives. Et donc, le 15 mai 1948, fin du mandat. Le 14 mai 1948, proclamation de l'État d'Israël. Pourquoi la veille? Parce que le 15 est un samedi et Ben Gourion ne veut pas avoir d'ennui avec les rabbins. Il a bien raison. Donc, proclamation de l'État d'Israël. Et donc, ce qui est une guerre civile devient une guerre internationale. Vu que cet État qui est reconnu par les États-Unis, par l'URSS, par toute une série de pays, va donc se retrouver en guerre. Mais il faut faire attention. Quand on dit il y a eu invasion d'Israël, pas vraiment. Si on considère qu'Israël, c'était l'État juif du plan de partition, en fait, les armées arabes vont très peu rentrer sur le territoire de l'État juif. Mais là encore, que se passe-t-il? On n'a pas un camp arabe unifié. On a une Transjordanie qui s'est entendue secrètement avec les sionistes pour se répartir la Palestine sur la base du plan de partition. Et dans ce plan de partition, il y a une zone qui n'est pas couverte, c'est Jérusalem sous statut international. Donc il n'y aura pas vraiment de combat entre l'armée transjordanienne qui va devenir jordanienne et l'armée désormais israélienne. Il y aura beaucoup plus de combats avec les Égyptiens, dans une moindre mesure avec les Irakiens. Et, pour faire simple, au bout de quelques mois de conflit, en janvier 1949, eh bien, Israël contrôle 77% du territoire de la Palestine mandataire. Jérusalem est divisée entre l'ouest et l'est. L'ouest sous contrôle israélien, l'est sous contrôle jordanien. Et donc la Jordanie, elle va annexer 22% du territoire palestinien. Donc Cisjordanie, Transjordanie, ça devient le royaume de Jordanie. Et enfin, on a 1% du territoire qu'on appelle la bande de Gaza, sur laquelle l'Égypte exerce une administration. Et là, si vous le voulez bien, de toute façon vous n'avez pas trop le choix, on va laisser la question israélo-arabe de côté. Elle est posée. C'était un traumatisme profond pour le monde arabe, d'abord parce que les armées arabes ont été humiliées, mais surtout parce que 700 000 réfugiés palestiniens se retrouvent soit donc maintenant en territoire administré par l'Égypte ou annexé par la Jordanie, soit dans tous les pays voisins. Et que cette question va hanter le monde arabe, son incapacité à y faire face. Et donc on a un monde arabe qui est orphelin de la Palestine, et qui l'est toujours, face à un État d'Israël qui, lui, a des lignes d'armistice, mais non pas des frontières, vu que les Nations Unies inventent un statut de transitoire permanent. On a l'arrêt des hostilités, mais on n'a pas la paix. C'est toujours le cas aujourd'hui, pour ce qui est de l'israélo-palestinien. On a une paix entre Israël et l'Égypte, on a une paix entre Israël et la Jordanie, mais la question israélo-palestinienne reste posée dans des termes qui ne sont pas si différents.
Donc on va laisser cela de côté, puis on va regarder le monde arabe. Parce qu'en fait, on va avoir sur 20 ans ce que j'appelle le grand détournement. C'est-à-dire que les indépendances, qui avaient été souvent chèrement acquises par des élites nationalistes, pluralistes, vont être détournées. Ça commence en Syrie, ça continue en Égypte avec Nasser en 1952. Je ne vais pas vous faire la litanie des coups d'État. Le seul pays qui surnage dans tous ces troupes, c'est la Jordanie. Avant tout parce qu'elle va s'identifier, au sens charismatique du terme, avec un jeune roi qui monte sur le trône à 18 ans, le roi Hussein, et qui va rester sur ce trône de 1953 à 1999. Et je n'arrive pas à trancher la question de savoir qui a échappé au plus grand nombre de tentatives d'assassinat entre le roi Hussein et Yasser Arafat. Je pense que c'est Arafat. C'est quand même les Israéliens. Mais le roi Hussein, beaucoup aussi, hein, beaucoup. Y compris, comme on voit dans les films d'espions, hein, l'acide, les scorpions, enfin tout. Donc, on a toute une série de coups d'État qui vont mettre à bas les élites nationalistes de l'indépendance et qui vont voir émerger des cliques militaires, des juntes militaires, qui ont perdu toutes les guerres contre Israël, mais qui vont remporter la grande guerre contre leur propre population. Et qui vont donc imposer un récit, celui de la monarchie corrompue en Égypte, par exemple. Vous savez, quand on parle de corruption, ça va là sur le côté? Ça va? C'est beau l'écran? C'est bien? Tant mieux. Et qui donc vont effacer cette mémoire d'une expérience arabe pluraliste et, toute proportion gardée, démocratique, qui avait existé avant donc ces différents coups d'État. Et ces coups d'État, en revanche, ils vont imposer une militarisation de la société, vu que l'armée va donc traiter les populations concernées en armée d'occupation, et va voir émerger le pouvoir des services de renseignement. En arabe, ça s'appelle Mukhabarat, M-O-U-K-H-A-B-A-R-A-T, et je peux vous dire que ça fait frémir tout arabe, parce qu'il sait très très tôt ce que ça signifie. Hein, l'arbitraire absolu, le crime, la violence, la torture, évidemment. Hein, au point qu'on internalise cette terreur, et que très souvent on ne mentionne même plus le nom du chef, mais on fait... Parce qu'on ne sait jamais, si on mentionne son nom, on va peut-être dire qu'on a fait une critique. Et donc, face à cette militarisation, vous allez avoir un processus, je vais revenir à Israël, ne vous inquiétez pas, de guerre froide arabe. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais cette guerre froide arabe, elle va fondamentalement polariser, dans le cadre de la grande guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, qui s'est installé au pouvoir en 1952, et l'Arabie saoudite, essentiellement du roi Faisal, qui est roi avec toutes les prérogatives à partir de 1964, mais qui était déjà largement au pouvoir. Et donc on a une polarisation, les uns soutenus par les États-Unis, donc les Saoudiens, les autres soutenus par les Soviétiques, mais surtout cette polarisation, elle va briser le rêve d'émancipation arabe, qui lui se faisait par une synthèse entre les nationalistes et les islamistes. Synthèse qu'on peut voir aujourd'hui dans la révolution tunisienne. En revanche, chaque fois que vous voyez des nationalistes qui disent « c'est nous et tant pis pour les islamistes » ou l'inverse, vous savez que ça va très mal finir. Et que généralement les aspirations populaires ne seront pas réalisées. Et donc cette polarisation, elle va s'accompagner de répression interne contre les frères musulmans en Égypte, contre les nationalistes en Arabie, et donc des formes d'homogénéisation du champ politique. Alors que les sociétés arabes étaient plurielles, qu'elles étaient dynamiques, eh bien on va avoir cette polarisation, cette répression, qui fait qu'au fond, les Arabes vont être pris entre deux monstres, hein, chacun disant c'est moi ou rien. Alors que nationalisme et islamisme, d'ailleurs, peuvent cohabiter très bien, y compris dans la même personne.
le grand moment, si j'ose dire, de cette guerre froide arabe se passe au Yémen, un pays dont on parle peu aujourd'hui, mais qui va voir une intervention égyptienne directe de 1962 à 1967, qui est largement responsable de la défaite égyptienne durant ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours, vu qu'un tiers de l'armée égyptienne était engagée au Yémen. Vous imaginez qu'elle n'avait aucune chance de vaincre Israël. Donc on a cette guerre froide arabe qui va effectivement culminer avec l'avènement de dictatures selon ce que j'appelle un principe darwinien, c'est-à-dire que le dernier qui l'emporte, c'est le pire de tous. Parce que c'est celui qui a tué tout le monde, qui a été capable de trahir tout le monde, qui a été capable, et vraiment évidemment le symbole achevé, c'est Hafez el-Assad en Syrie, hein, qui, après toute une série de coups d'État de 63 à 70, établit son pouvoir absolu en 1970 et va rester 30 ans, ce qui est le record, en tout cas pour le Moyen-Orient. Il y a un challenger, c'est Kadhafi, qui est resté 41 ans au pouvoir, mais disons que pour le Moyen-Orient proprement dit, c'est Hafez el-Assad qui est qui a la plus grande longévité. Et donc, militarisation de la politique, répression, et est-ce qu'on a au moins, hein, parce que toute cette répression se fait au nom du combat contre le sionisme, l'impérialisme, qui permet d'ailleurs d'embastiller aussi bien des marxistes que des islamistes sous les mêmes accusations. Est-ce qu'au moins, face justement à l'impérialisme, face à Israël, on remporte des victoires? Que nenni. 1956, opération combinée entre la France, la Grande-Bretagne et Israël contre l'Égypte de Nasser. L'armée égyptienne est balayée, et effectivement il y a retrait inconditionnel, mais parce que Eisenhower veut pouvoir se concentrer sur la grande crise du moment, qui est la crise de Budapest avec l'Union soviétique. 1967, les différents États arabes, tout à leur surenchère respectives, oublient presque qu'Israël est là au milieu et entend toutes leurs menaces de liquidation qu'ils profèrent à longueur de journée. Donc la guerre de 67, c'est assez simple. Non, Israël ne pouvait pas la perdre. Oui, Israël l'a déclenchée, mais oui, Israël pouvait considérer qu'avec tant de menaces de liquidation qui étaient autour d'elle, eh bien, il fallait saisir le moment pour défaire tous ces différents États arabes, en commençant par l'Égypte. La guerre des 6 jours, donc, comme son nom l'indique, dure du 5 au 10 juin 1967. Elle est perdue avant l'aube du 5 juin par les Arabes, vu que l'aviation égyptienne a été démolie sur zone, sur aéroport, sans avoir décollé. Donc vous savez, après, quand vous n'avez plus de couverture aérienne, vos blindés, vos fantassins, ben, ils sont totalement sans protection. Donc on a ce que les Arabes appellent en 1947-48 la Nakba, N-A-K-B-A, la catastrophe, ce qu'ils appellent la Naksa, N-A-K-S-A, c'est-à-dire ce pudique, c'est le retrait, le revers, alors qu'en fait c'est la disparition de la Palestine, de ce qui restait de Palestine. Vu que Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza vont être occupés par Israël, mais également le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien. Et donc là, dans les deux cas, l'Égypte et la Syrie vont abandonner la question palestinienne pour se concentrer sur la récupération de leur Alsace-Lorraine respective. Avec dans les deux cas, Assad à Damas, le successeur de Nasser, c'est-à-dire Sadat en Égypte, qui décide, face au blocage avec Israël, de mener une opération conjointe en octobre 1973. Donc moi je vous conseille de l'appeler guerre d'octobre, parce que guerre du Kippour c'est pour les Israéliens et guerre du Ramadan c'est pour les Arabes. Donc autant prendre quelque chose qui soit neutre. Donc guerre d'octobre, où on a effectivement une offensive conjointe syrienne et égyptienne,
qui permet aux Syriens de remettre le pied sur le canal de Suez, sur le plateau du Golan, et aux Égyptiens de traverser le canal de Suez. Mais en fait, comme en 1948 entre Jordaniens et Égyptiens, les buts de guerre ne sont pas les mêmes. Alors qu'Israël a, par définition, une fois le choc passé, le choc a été terrible, voyez, si vous ne l'avez pas encore vu, le film d'Amos Gitaï, qui est extraordinaire, c'est justement la première journée de la guerre. Et donc, Sadat, lui, veut briser l'impasse politique pour arriver à une paix sous l'égide des États-Unis, alors que Assad pense encore que les armes peuvent trancher. Et donc, à l'issue de cette guerre, les États-Unis, pour maintenir leur puissance dominante dans cette région qui, rappelez-vous, depuis Mahan, est celle où se construit le contrôle du monde, énoncent par la voix d'Henry Kissinger, conseiller national à la sécurité, aujourd'hui 73 secrétaire d'État, le principe, pas de paix sans les États-Unis et pas de victoire militaire avec les armes soviétiques. Donc ils permettent à Israël, par un point aérien substantiel, d'écraser les armées arabes, donc armées par l'URSS, ce qui du coup va provoquer des sanctions de la part de l'Arabie saoudite et le premier choc pétrolier. Choc largement psychologique, vu qu'en fait les États-Unis ne dépendent que pour 4% du pétrole saoudien. Mais vous savez, l'économie, c'est un historien qui vous le dit, c'est souvent très psychologique. Et donc, soudain, les pétromonarchies, c'est-à-dire ce qui se fait de plus réactionnaire, obscurantiste, intolérant, vont se retrouver dotés d'une richesse colossale. Et vont en même temps, du fait de cette richesse colossale, importer des millions de travailleurs du reste du monde arabe qui, plus par ascension sociale que par illusion idéologique, vont épouser les formes extérieures de l'islam tel que pratiqué dans les pétromonarchies. Moi, j'ai connu un monde arabe où il n'y avait pas de haut-parleurs dans les mosquées. J'ai connu un monde arabe où la majorité des femmes n'étaient pas voilées. J'ai connu un monde arabe où on pouvait manger pendant Ramadan, etc. etc. C'est à partir des années 1970 que ça va basculer. Et en même temps, c'est à partir de ces années 70 que ce qu'on appelle l'islam politique, porté par cette richesse pétrolière, mais aussi s'élevant sur le décombre du nationalisme arabe à la Assad ou à la Nasser Sadat, va s'imposer. Et c'est un événement non arabe, en 1979, la révolution islamique en Iran, où ce qu'on appelait à l'époque le gendarme du Golfe, la 4e armée du monde, est défait par un soulèvement populaire mais islamique, qui va effectivement donner à cet islamisme une nouvelle intensité. Pendant ce temps-là, les Palestiniens, eux, abandonnés de tous, vont se réorganiser autour d'une organisation de libération de la Palestine, OLP, qui va être prise en main progressivement, c'est définitif à partir de 1969, par les Fédéines, qui sont donc les combattants au service de leur foi, qui mènent certes des infiltrations en Israël, mais surtout vont essayer de déstabiliser la Jordanie, ce qu'on appelle le Septembre Noir en 1970, et ensuite être impliqués dans la guerre libanaise, qu'on appelle improprement civile, qui va durer de 1975 à 1991, et qui va être marquée en 1982 par l'invasion israélienne, qui est en fait la première guerre israélo-palestinienne. Ce n'est plus une guerre israélienne, c'est l'OLP qui fait face à l'armée israélienne, et le grand choc, c'est d'abord pour Israël l'idée que ça n'est pas une guerre juste. C'est à partir de ce moment-là que le mouvement de la paix va se développer contre une direction israélienne qui est désormais de droite. C'est le grand tournant de 1977, la fin des pères fondateurs travaillistes et l'avènement du Likoud, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui avec Netanyahou. Mais c'est aussi le fait que l'OLP va résister plus longtemps que toutes les armées arabes réunies. Alors,
C'est évidemment abominable, c'est le siège de Beyrouth Ouest, c'est les massacres de Sabra et Shatila, mais du coup, ça va relancer le mouvement palestinien, et en même temps, ce mouvement palestinien, on voit bien qu'il est dirigé par des combattants de l'exil. Alors on dirait l'exil, ils n'ont pas forcément choisi, hein, mais c'est comme ça. Et donc, ils vont, après la Jordanie, après le Liban, recevoir un véritable choc de l'intérieur des territoires occupés, avec ce qu'on appelle l'intifada. L'intifada, c'est-à-dire le soulèvement. Ça a été organisé par différents mouvements, mais plutôt des mouvements de gauche en Cisjordanie et à Gaza. Et l'idée est d'imposer par un soulèvement non violent une alternative politique et la solution des deux États. Et donc l'OLP de l'extérieur est contrainte par le soulèvement de l'intérieur d'adopter l'option des deux États en 1988 au cours d'une réunion à Alger. Mais au même moment où elle le fait, émerge aussi à l'intérieur un refus palestinien de cette solution de deux États qui est incarné dans la branche locale des frères musulmans qu'on appelle le Hamas, qui veut dire mouvement de la résistance islamique. Donc on a à la fois une ouverture de paix et un refus. De même que dans la société israélienne, on va avoir au cours de l'intifada progressivement une majorité pour la paix qui va émerger, qui va permettre à Yitzhak Rabin d'avoir une majorité très claire à la Knesset, donc au Parlement, et donc de s'engager dans ce qui est connu comme les accords d'Oslo. Sauf que ces accords d'Oslo, donc entre Israël et l'OLP, qui sont conclus directement entre eux. Bill Clinton, il n'arrivait qu'après la bataille pour accueillir tout le monde sur la Maison-Blanche, sur le perron de la Maison-Blanche. Mais ces accords d'Oslo, il y en a un qui est très clair, c'est la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Reconnaissance entre Israël et la Palestine. Mais l'autre, il est beaucoup moins clair. C'est l'accord qui crée l'autorité palestinienne. Donc, contrairement à ce que la plupart des commentateurs ressassent, l'autorité palestinienne n'est pas une autorité. Elle découle d'un accord entre Israël et l'OLP. Et elle ne peut exercer sa dite autorité que sur les territoires évacués par Israël. Et cette évacuation que Yasser Arafat espérait rapide et significative va en fait très vite devenir laborieuse, épuiser les deux parties, qui fait que pour les Palestiniens, on a ce qu'on appelle les fermetures, hein, les territoires sont fermés, quand vous entendez ça, c'est réel. Donc ça veut dire que avec la paix, les Palestiniens vivent de plus en plus mal, parce que les fermetures et autres sanctions collectives ne compensent, créent un déficit de revenus que l'aide internationale du processus de paix ne compense pas. Quant aux Israéliens, ils voulaient voir une paix demain, tout de suite, et ils voient le Hamas et d'autres groupes qui montent en puissance chez les Palestiniens. Mais le vrai tournant, et là encore, si vous pouvez voir le film d'Amos Gitaï, il est un peu long, mais il est formidable, le dernier jour d'Yitzhak Rabin, c'est l'assassinat de Rabin qui fait tout basculer. Comme quoi, dans l'histoire, les assassinats, les attentats, les personnes, ça compte. Il n'y a pas que le temps long, il y a aussi l'événementiel. Je sais de source directe que quand Arafat apprend la mort de Rabin, il fait comme ça, il dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'avait pas totalement tort. De fait, après, on voit que le camp de la paix se délite et qu'en revanche, Hamas monte et on va arriver à la catastrophe, il n'y a pas d'autre mot, de la deuxième intifada en 2000, qui est une intifada armée, avec attentat suicide, qui non seulement va être un échec militaire, mais ça c'était facilement prévisible pour les Palestiniens, mais qui va ancrer dans l'opinion israélienne l'idée qu'il n'y a pas de partenaire pour la paix, et donc ouvrir un boulevard à Bibi et à toutes ces surenchères. Revenons maintenant au reste du monde arabe. Donc on a vu l'islamisme à la faveur de la révolution islamique. On voit différentes tentatives, y compris armées, et on voit en même temps qu'après la révolution islamique, eh bien, Saddam Hussein, qui dirige l'Irak,
qui est quelqu'un qui est très admiré par certains politiciens français, qui n'ont visiblement jamais vécu dans l'Irak de Saddam Hussein, sinon ils y reviendraient à plusieurs fois. C'est comme ça. Hein, il y a beaucoup de gens, de plus loin on les voit, le mieux on les regarde. Ou plutôt on les regarde plus positivement, alors que quand on est de près, et à fortiori sous le joug, et ben on est un peu plus critique. Donc Saddam Hussein va faire la guerre contre l'Iran, c'est lui qui la déclenche, parce qu'il est convaincu que l'Iran révolutionnaire va s'écrouler. Eh bien pas du tout. Au contraire, cette guerre va sauver la République islamique en lui permettant de s'ancrer dans une force incroyable qui est le nationalisme persan. Et donc, cette guerre va être terrible, mais en même temps, elle va prouver que, contrairement à tout ce qu'on vous raconte dans les médias, eh bien, chiites et sunnites, c'est pas si important que ça. Ça se construit. Parce que la majorité de l'armée irakienne, elle est chiite. Hein, et pourtant, elle va défendre l'Irak. Hein, elle ne va pas passer à l'ennemi. Et donc, on a cette guerre qui est le 14-18 du Moyen-Orient. Entre 500 000 et 1 million de morts, mais qui va s'achever sur rien. C'est-à-dire qu'on revient à la case départ. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Khomeini a l'élégance de mourir peu après, donc il n'assume pas cet échec. Mais Saddam Hussein, lui, qui est quand même un vrai totalitaire, ben, comme il a encore faim, ben, il va se retourner contre le Koweït. Et il va l'envahir et l'annexer en août 1990. Et là, les États-Unis vont décider de construire au Moyen-Orient ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial post-soviétique. J'insiste sur le fait que c'est au Moyen-Orient qu'ils le construisent. L'Union soviétique n'a plus que quelques mois à vivre, donc les États-Unis montent en dehors de l'ONU, mais avec l'aval d'une résolution du Conseil de sécurité, une coalition qui va libérer le Koweït quelques mois plus tard, avec 1 demi-million de soldats américains déployés sur zone. Cette crise du Koweït va faire éclater l'islamisme. On va avoir ce qu'on appelle le salafisme, c'est-à-dire les gens qui sont plus intéressés par la longueur de leur djellaba ou la couleur de leur Nike que par le pouvoir qui s'exerce dans leur pays. Donc évidemment, tous les régimes, toutes les dictatures vont dire « vive les salafistes », y compris les soi-disant laïcs. Ils vont tous mettre des salafistes partout parce qu'ils disent « c'est merveilleux, ils ne font pas de politique ». Puis vous allez voir ce qu'on appelle maintenant les islamistes, c'est-à-dire les frères musulmans, qui eux continuent à faire de la politique, mais qui, ayant trahi les pétromonarchies, ben, vont être quand même au régime sec pendant un certain temps. Et puis vous avez une minorité, une ultra-minorité, qui, elle, veut faire le djihad contre Saddam et contre l'Amérique. Elle n'a pas peur. Hein. De toute façon, souvent, les ultra-minorités, c'est celle. Et qui dénonce le populisme des frères musulmans comme le suivisme des salafistes. C'est le début des djihadistes, avec donc leur figure de proue qui est Osama Ben Laden, qui va être expulsé d'Arabie. Donc, ces djihadistes, on le sait, 10 ans plus tard, ils vont faire les attentats de New York et de Washington. Ce qui va déclencher en retour la guerre globale contre la terreur, c'est-à-dire exactement ce que les djihadistes voulaient, vu qu'on globalise les conflits au lieu de les localiser pour essayer de les résoudre. C'est la même chose aujourd'hui avec Poutine. Sa guerre globale contre la terreur est une véritable bénédiction pour Daesh, qui ne cesse d'ailleurs de dire que tant que Poutine continuera ainsi, eux pourront continuer de recruter. Et c'est là que, après la rente pétrolière, intervient une autre type de rente qui est très matérielle, mais qui est la rente stratégique. C'est-à-dire, avant la rente stratégique, c'était quelle est ma position par rapport à Israël? L'Iran du Shah était l'allié d'Israël, donc c'était très bien pour les États-Unis, on était armés, etc. L'Égypte fait la paix avec Israël, les États-Unis s'en occupent, la Syrie dit qu'elle fait la guerre avec Israël sans jamais la faire, mais ça suffit à l'Union soviétique pour etc., etc. Et là, on a une rente stratégique d'un type nouveau qui est la rente de l'antiterrorisme. Et ça tombe très bien.
Parce que pour ces différents régimes, tous les opposants sont des terroristes. Donc, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire, d'abord, vous voyez comme je suis gentil. Je veux vous aider contre les terroristes. Donc, aimez-moi, subventionnez-moi, et accessoirement, j'accepterai sur mon sol des centres de torture, ce qu'on appelle publiquement les trous noirs, qui n'existent pas dans le droit international. Très important dans la guerre globale contre la terreur. Et en même temps, mes opposants à moi, ce sont des terroristes. Donc vous ne pouvez pas les soutenir. Et alors tout ça, et je finirai là-dessus, pour tenir les 50 minutes, tout ça va trembler sur ses bases, tout cet édifice absolument illégitime, absolument oppressif, en 2011, avec ce qu'on a appelé maladroitement le printemps arabe. Moi, dès que j'ai entendu printemps arabe, je me suis dit, ça y est, on va avoir droit à l'automne islamiste et à l'hiver intégriste. Ça va pas rater. Et j'imagine que le gars qui a écrit ça la première fois, il a dû se dire, waouh, qu'est-ce que je suis fort. Non, c'est un mouvement révolutionnaire. Et c'est un mouvement générationnel. Ça n'est pas la seule explication. Mais fondamentalement, ce que moi j'appelle le soulèvement démocratique, voire la révolution arabe, ce sont des jeunes adultes de 20 à 35 ans qui ont grandi dans des familles de 2 ou 3 enfants, là où leurs parents étaient à 8 ou 10. Il faut voir que le monde arabe a fait sa transition démographique en 40 ans, quand nous l'avons faite en 2 siècles en Europe. Et quelque chose ne trompe pas. La contre-révolution déchaînée par les Sisi et autres dictateurs, eh bien, elle est en train, pour la première fois, à l'exception de la Chine à la fin de l'enfant unique, mais on voit la courbe démographique qui remonte. Hein? Ce qu'il y a de plus terrifiant en Égypte, il y a des choses assez terrifiantes en Égypte, c'est quand vous allez reprendre l'avion et qu'au dernier feu rouge, vous avez le tableau lumineux avec la population égyptienne. Et le temps du feu rouge, vous avez 100 Égyptiens de plus. C'est terrifiant. Parce qu'il est évident que ça signifie de nouveau enfermement des femmes dans les fonctions reproductrices. Et du coup, on sait que ces changements politiques avaient été directement découlés directement d'une modification de la population et entre autres d'une promotion des femmes dans l'espace public et sur le marché du travail, qui aujourd'hui est en régression presque partout. Donc, ce mouvement, il a évidemment provoqué une seule transition démocratique réussie, c'est en Tunisie. Il a été combattu par un putsch, confirmé par un deuxième putsch en Égypte, et il a débouché sur les horreurs des guerres civiles du Yémen, dont on ne parle pas assez, et de Syrie. Mais surtout, sur tout ça, a grandi un monstre djihadiste beaucoup plus fort que celui qui existait du temps d'Al-Qaïda. Et on voit bien comment cette histoire, que je vous ai décrite rapidement, à la fois dans le déni des droits du peuple palestinien, mais aussi, il faut toujours dire les deux et ne jamais privilégier l'un pour l'autre, dans le déni des droits des peuples arabes par rapport à leur propre régime, aboutit aujourd'hui à une situation éruptive. Il n'y a pas d'autre mot. Mais les fondamentaux n'ont pas changé. Qui contrôle le Moyen-Orient contrôle le monde. Et le problème, c'est qu'on a laissé le Moyen-Orient largement aux mains des monstres, qui n'ont pas, évidemment, ne sont pas restés contenus au Moyen-Orient. Notre pays le sait trop bien. Merci de votre attention. Merci d'être aussi rigoureux dans la tenue du temps, organiser beaucoup de conférences. On sait que ce n'est pas toujours la qualité des conférenciers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la chance que vous avez, parce qu'il y a peu d'universitaires qui viennent dans les salles de classe distribuer un savoir d'une façon aussi lumineuse et synthétique. Donc, merci infiniment.
Je ne l'ai pas fait tout à l'heure et je l'ai pris de bien vouloir m'en excuser, présenter les élèves de Darius Milhaud qui préparent Sciences Po, qui ce soir nous ont rejoints. Et puis peut-être, je ne sais pas s'il y a un ou deux adultes du lycée municipal pour adultes qui est dans la salle. Je ne sais pas s'il y a une personne, si je peux citer. Bonsoir. Merci, parce qu'il y a aussi des adultes qui préparent le bac. Donc voilà, ça introduit un petit peu de diversité à l'école alsacienne. Alors, je crois que vous souhaitez que les questions procèdent par trois, de façon à aller dans le sens de la synthèse. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de poser la première question. Vous avez trois en même temps à poser une question. Voilà, il y a des micros qui circulent. Enfin, un micro. Quel est pour vous, d'abord merci pour votre conférence, et quel est pour vous le plus grand obstacle pour la paix entre Israël et ses États voisins? Merci également pour votre conférence. Si j'ai bien suivi les propos de Trump par rapport à Israël, ça constitue une rupture majeure par rapport à la politique extérieure des États-Unis. Quelles conséquences cela a par rapport au conflit israélo-palestinien? Bonjour, donc vous avez évoqué la place des femmes au Moyen-Orient et vous avez dit que donc, ça s'était amélioré, puis ça avait régressé récemment. Est-ce que vous pourriez redévelopper ce que vous avez brièvement évoqué? Il n'y a rien que des questions faciles. J'en attendais pas moins. L'obstacle principal, c'est l'idée qu'on peut vivre avec le statu quo. C'est une illusion. Mais elle vaut aussi pour tous les braillards dans ce pays qui disent que tel ou tel dictateur est un moindre mal. C'est une illusion. Croire dans une situation révolutionnaire qu'on peut revenir au statu quo, c'est se doubler le handicap. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre Israël et la Palestine, vous avez trois, et j'insiste, trois directions politico-militaires, en fait surtout politiques, qui sont convaincus qu'elles peuvent vivre avec le statu quo. Du côté de Netanyahou, c'est évident. Ce qui est frappant, c'est qu'en Israël, ceux qui aujourd'hui, de manière la plus claire, disent que le statu quo n'est pas viable, ce sont les militaires. Ce sont les responsables. Alors généralement, ils attendent d'être à la retraite parce qu'avant, ils ne peuvent pas. Mais si vous avez vu ce documentaire The Gatekeepers, c'est que des anciens patrons du Mossad, des services anciens, qui disent tous qu'il faut à tout prix qu'on ait une paix avec les Palestiniens. Et vous avez, alors effectivement, quand on a comme ministre de la Défense un ancien videur de boîte à Chisinau, Moldavie, c'est difficile d'avoir une vision stratégique. Du côté de l'autorité palestinienne, on voit bien que Abbas n'est occupé que de sa propre prorogation. Hein, il faut voir qu'il n'y a plus eu une élection palestinienne digne de ce nom depuis 2006. C'est-à-dire que tous ces dirigeants sont illégitimes. Hamas comme autorité palestinienne. Et Hamas, on voit, si vous pouvez regarder sur mon blog, j'ai fait une analyse terrible de la dernière nomination à la tête du Hamas de Yahya Sinwar, qui est une espèce de répressif en diable. Et lui, son problème, c'est évidemment, il y a Israël qui est là tout autour de Gaza, mais son problème, c'est les voiles des femmes, les salons de coiffure, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces gens-là, au fond, n'ont pas intérêt à la paix. On croit qu'ils n'ont pas intérêt à la paix, alors que les peuples le savent. Mais il n'y a pas de traduction politique de cette conviction. Et c'est là où la France s'est distinguée, parce qu'elle a dit, bah, si c'est comme ça, il faut montrer que le monde entier est favorable à la solution des deux États pour que les deux populations, indépendamment de leur direction politique, voient qu'il y a un soutien international. Et c'est là où, effectivement, Trump est une catastrophe. Mais enfin, il n'est pas que sur ça. Il l'est sur tout, en tout cas à l'international. En fait, on ne sait pas ce que veut Trump. Il est possible qu'il ne le sache pas lui-même. Non, mais sérieusement. Mais quand il a dit un État, deux États, oui, c'est une rupture, mais c'est surtout une rupture avec la logique de la diplomatie. Parce qu'en diplomatie, on ne fait pas un État ou deux États, on choisit.
Et chaque option a un coût. Et ça, visiblement, c'est quelque chose que Trump n'a pas encore appréhendé. Parce que de toute façon, quel que soit ce qu'il décide au Moyen-Orient, il va le payer très cher. Et il a un problème avec la réalité, hein, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc le retour de réel va être sans doute assez dévastateur pour lui. Il ne peut pas faire une chose et son contraire. À mon avis, il va louvoyer. Mais il y a un jour où il va être obligé de décider. Hein, il va louvoyer, comme il dit, sur les colonies, mais pas trop. Les colonies, ou pas de colonies, ou pas trop. C'est le 1er juin. Pourquoi le 1er juin? Parce que le 1er juin, vous avez depuis 1995 aux États-Unis ce qu'on appelle le Jerusalem Embassy Act. Le Congrès a passé à une majorité écrasante une loi qui passait, voilà, j'ai fait du franglais, a adopté une majorité écrasante, une loi sur le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Cette loi, depuis lors, tous les 6 mois, le 1er décembre et le 1er juin, a fait l'objet d'un waiver présidentiel, qui donc en suspend l'application. Trump, il va falloir qu'il choisisse. Parce que si le 1er juin, il waive, c'est-à-dire qu'il fait du Obama, eh bien on verra comment il explique ça à sa base et à Bibi. Et s'il ne waive pas, ben, il va se rendre compte que la Jordanie ne tient qu'à un fil, que les pétromonarchies deviennent folles, et que, je signale, c'est quand même le 50e anniversaire de l'occupation. Il est évident que juin 2017 va avoir des troubles sérieux dans les territoires. Même si l'autorité et le Hamas ne le veulent pas. Donc vous imaginez si les deux événements coïncident. Sans parler de Daesh et des autres... hein. Alors Trump, il y a aussi autre chose. Demain, on devrait savoir. Parce que c'est ce qui est bien avec lui, c'est qu'il y en a tous les jours. Il a demandé un plan pour éradiquer Daesh de la face de la Terre. Allez. Moi, j'attends avec impatience le plan. Il leur a donné 1 mois, ça s'achève demain. Donc déjà, on verra demain s'il y a un plan ou pas. Parce que entre ceux qui démissionnent, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des étages entiers du département d'État qui sont vides. Parce qu'au 20 janvier, il a renvoyé toutes les nominations de haut niveau. Mais il n'a pas nommé des gens. Il a nommé un secrétaire d'État. Donc c'est juste, on est rentré... Donc il faut voir qu'on a le Moyen-Orient que je vous ai décrit, mais on a une espèce de créature du 3e type qui est capable, sans forcément le vouloir, de porter toutes ces contradictions à incandescence. Pour les femmes dans le monde arabe. Donc, il faut voir que au début du soulèvement démocratique, les femmes étaient très présentes dans la rue. Parce que même s'il y avait des victimes, il ne faut pas du tout nier, il y a eu quand même 200, 300 morts en Tunisie, près d'1 million en Égypte, il y avait une forme d'élan. Et puis, la répression a commencé à cibler les femmes. Très précisément. Sisi, l'actuel président des États-Unis, a quand même inventé un test de virginité pour les manifestantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a eu l'arme sexuelle, qu'on mentionne peu. Parce que, d'abord, c'est un traumatisme terrible, mais, pour parler simplement, viol massif, systématique. Qui fait que les femmes, de toute façon, se sont retirées de la protestation publique. En Tunisie, elles ont obtenu une constitution qui est plus en avance que la nôtre en termes de parité, vu que la parité est inscrite dans la constitution. Pas mal. Mais partout ailleurs, on voit que la régression est totale. Hein? Régression, bon, moi je vois, en été 2013, dans Alep insurgé, je voyais encore quelques militantes, mais il n'y en avait plus beaucoup. Hein?
elles étaient toutes voilées. Elles me disaient oui, c'est mon choix. Je disais oui, bien sûr, je suis certain. Et en même temps, il y a des... aujourd'hui en Égypte, quand je vais voir des opposants ou des révolutionnaires, je ne vois que des femmes. Parce que les hommes sont en prison ou dans la clandestinité. Hein? Donc c'est un processus qui est assez complexe. Mais la tendance lourde, la tendance contre-révolutionnaire, elle est de démolir les droits acquis par les femmes. Et il ne faut pas se leurrer. Un Sisi ou un Assad sont en termes moraux beaucoup, pas beaucoup plus, ils sont aussi régressifs que les islamistes qu'ils prétendent combattre. Vu que très souvent, ils s'appuient sur des salafistes eux-mêmes, hein, qui sont totalement terribles. Donc aujourd'hui, hormis justement cette exception tunisienne, on voit dans tout le Moyen-Orient une régression terrible qui généralement s'accompagne d'une remontée du taux de fécondité, ce qui pour les démographes est une première, je répète, à l'exception majeure de la Chine quand elle a aboli la politique de l'enfant unique. Je voulais savoir si le blocus qui a été mis en place par Israël autour de la bande de Gaza après la première intifada avait, d'un point de vue légal, une légitimité ou pas, en fait. Ouais. Alors, comme vous nous avez dit, vous êtes professeur, vous tenez un blog au sujet du Moyen-Orient, vous êtes véritablement un expert sur la question. Et donc, comment est-ce que vous considérez votre rôle au sein de la société pour expliquer ce conflit? Bonsoir, moi c'est un mouvement technique du coup, mais qu'est-ce qui a changé pour que les autorités s'intéressent plus aux femmes et les ciblent plus que les hommes et qu'ils leur suppriment les libertés, qu'ils appliquent plus les textes? Je vais commencer par celle-là. Vous savez, les dictateurs ont leur rationalité. Et leur rationalité, c'est le pouvoir à tout prix. Donc ils savent parfaitement que, encore plus dans des sociétés traditionnelles, conservatrices, appelez-le comme vous voulez, si on touche aux femmes, on touche à la cohérence du bloc d'opposition. Sur deux plans. D'abord parce que on montre qu'ils sont incapables de les protéger. Donc ils n'ont pas d'honneur, qu'ils sont faibles. Et donc on rétablit le registre paternaliste, machiste, des dictateurs, qui est de dire en gros, je cause et vous avez le droit de vous taire. Vous n'avez qu'à les voir, hein, d'ailleurs, les Bachar et autres. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont habitués à ce qu'on leur réponde. Donc tout ça est fondé, je ne vais pas faire de l'anthropologie, mais sur une figure du père traditionnellement autoritaire dans des familles nombreuses. Hein, où on regarde la télé à 10, c'est tout. Donc ça ne discute pas trop, quoi. Pas très critique. Donc vous avez ça. Mais il faut que vous compreniez que ces arsenaux répressifs s'autorisent tout, y compris les armes chimiques. Donc vous pensez que le viol des femmes, c'est assez spontané dans leur point de vue, hein, avant qu'ils aillent jusqu'aux missiles balistiques et au reste. Gaza, c'est illégal, évidemment. Le blocus de Gaza est tout à fait illégal. Gaza est, du fait du blocus, un territoire toujours occupé, même si Israël n'y est pas présent militairement. Vu qu'Israël contrôlant l'espace aérien, l'espace maritime, l'accès aux frontières, eh bien, il ne permet pas à la population du territoire de vivre librement. C'est d'ailleurs à cause de ces 10 années de blocus qu'à mon avis, quelqu'un comme Yahya Sinwar, qui vient prendre la tête et qui a un dur de dur, a pu s'imposer, parce qu'il a dit à tous les autres, qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Hein, il y a toujours... Donc il faut évidemment, dans l'intérêt d'Israël, lever inconditionnellement le blocus. Parce que c'est la seule façon
de saper le pouvoir du Hamas à Gaza. Et le Hamas à Gaza, bah, c'est quand même des roquettes, des tunnels et tout ce qui va avec. Donc le blocus prépare la guerre. Hein, donc c'est à la fois moralement condamnable et stratégiquement myope. Et moi je crois beaucoup que quand on prend des bonnes décisions d'un point de vue moral, elles ont aussi des conséquences positives pour la sécurité des populations concernées. Votre question m'honore. Il se trouve que j'ai essayé d'y répondre au rond-point où j'ai fait une performance le 1er février qui s'appelait un Tour de France des Arabes et où j'ai essayé d'expliquer comment, pour moi, il y a un avant et un après Bataclan. Enfin, Bataclan, Terrasse, Stade de France. Parce que la demande de sens, notamment chez vous, chez les plus jeunes, elle est très forte. Parce que c'est un enjeu de génération. Et je ne trouve pas, personnellement, je me permets du coup de le dire de temps en temps dans mon blog, que la présidentielle est à la hauteur de cet enjeu. Voilà. Bonjour. Juste pour demander, que pensez-vous de la question, l'idée selon laquelle Israël ne peut survivre qu'en situation de conflit avec tous ses voisins, du fait de nombreux facteurs démographiques ou géographiques? Bonsoir. Est-ce que l'élection de Michel Aoun, enfin la récente élection de Michel Aoun à la présidence libanaise, ne permettrait pas de stabiliser un peu la zone du Liban, et enfin, en tout cas de le faire échapper à une sorte de bazar moyen-oriental, et de continuer de jouer la carte de l'entre-deux, entre guillemets, qui rythmer la politique libanaise? Alors, je vais répondre pour la je veux garder la présidentielle pour la fin. Alors, pour Aoun, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Michel Aoun est quelqu'un qui a lutté contre la Syrie, qui du coup s'est réfugié à l'ambassade de France alors que la Syrie voulait sa mort, qui s'est réfugié en France, et qu'une fois qu'il est rentré au Liban, est tombé en pamoison devant Bachar el-Assad. Ça arrive, hein. Mais ça, c'est pas grave, c'est son problème. En revanche, il y a un parti de Dieu. Il ne faut jamais oublier que Hezbollah, ça veut dire parti de Dieu, avec donc tout ce que ça implique. Hein. Après, on va dire, ah, les islamistes, c'est affreux et tout. Ah oui, le parti de Dieu, c'est quoi? Et donc, ce Hezbollah s'est donc allié avec Aoun et l'a promu à la tête de la République libanaise dans des élections qui ont lieu récemment. Alors moi, je ne vois pas d'entre-deux. Le Hezbollah fait la guerre au peuple syrien. Il fait la guerre. Le Hezbollah était en première ligne à Alep. Hein, le Hezbollah a tué des Syriens en terre de Syrie. Et pas qu'un peu. Hein. Donc, mon problème, c'est qu'il n'y a plus d'entre-deux au Liban. Hein. C'est qu'au contraire, on a un appareil qui est l'appareil du Hezbollah, avec Aoun qui fait joujou là-haut, mais derrière, on a une vraie structure paramilitaire avec des dizaines de milliers de combattants. Et la question est de savoir quand est-ce qu'il va savoir partir avec Israël, qu'est-ce que ça signifie par rapport en Syrie. Bon. Ce qui est très troublant avec ce qui s'est passé récemment, c'est que jusqu'à présent, les guerres de la région se réglaient au Liban, qui en a payé un prix terrible. Et là maintenant, on voit le Liban qui exporte ses guerres, par exemple en Syrie avec le Hezbollah. Donc, une fois que j'ai dit ça, il y a quelque chose d'extraordinaire au Liban, c'est le fait que on a, je ne sais pas, ce serait l'équivalent en France de 10 à 20 millions de réfugiés. Hein, c'est ça. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous gentils avec les Syriens, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous tolérants, mais quand même, ce pays qui est ce qu'il est, et là, bon, je ne dirais pas entre deux, je dirais capacité, c'est-à-dire la grande force de l'absence d'État libanais, c'est que comme il n'y a pas d'État, il peut absorber des vagues pareilles. Hein, même si ce n'est pas du tout satisfaisant. On sait que, par exemple, une grande partie des enfants syriens ne sont pas scolarisés. Vous savez, quand vous dites Israël, c'est quoi? C'est l'idée d'Israël? C'est des concepts qu'auraient les Israéliens? Bon. Alors vous avez, du point de vue historique, vous avez mon collègue et ami Avi Schleim
donc israélo-britannique qui enseigne à Oxford, qui a fait un livre qui est traduit en français, qui s'appelle Le Mur de fer, qui est l'idée que, en fait, oui, on repousse toujours avec le mur de fer, et donc ce serait l'idée d'une guerre éternelle. Mais le mur de fer, d'abord, c'est un livre de Jabotinsky, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'Israéliens qui l'aient lu. Je pense que si on dit aux Israéliens demain, vous savez, vous passerez plus 3 ans dans l'armée pour les hommes, 2 ans pour les femmes, vous auriez pu un mois de réserve tous les ans, et on pourra, ce que demandaient les manifestants de la rue Rothschild, lors de l'équivalence israélienne du mouvement des indignés, au lieu que tout passe à la défense chez Huberman, eh ben, on va construire des logements sociaux, des crèches, etc. Moi, je pense que les Israéliens, ils seraient ravis. Hein? Donc, la question est que le champ politique ne leur permet pas d'exprimer ces aspirations. Et on voit bien que le mouvement de la rue Rothschild, comme on l'a, il n'a pas eu de débouché. Hein? Voilà. Alors, pour la présidentielle, moi, c'est simple. Je vous ai parlé en adulte, même si vous ne l'êtes pas encore tous. Mais je ne vous ai pas infantilisé. J'aimerais que les candidats à la présidentielle arrêtent sur la question de l'islam et des Arabes de nous infantiliser. Arrêtent de nous faire peur avec leur propre phobie. Arrêtent de nous dire que le Burkini menace la République. Arrête de nous dire que derrière chaque personne qui dit Allahu Akbar, il y a un terroriste. Je pense qu'on peut avoir un débat citoyen, républicain, exigeant, digne de ce nom. Mais je dis tout de suite, et je ne mentionnerai pas quel est ce candidat, mais j'ai dit ce candidat, vous voyez bien que ce n'est pas une candidate, hein, que j'étais à un débat à France 2, après le Bataclan, et qu'ils étaient tous là à s'écharper, quand même dans une absence de sens de la responsabilité patriotique et nationale qui me faisait un peu frémir, et que finalement, quand Pujadas m'a donné la parole, un de ces candidats a hurlé « Faites-le taire, c'est un menteur !» Donc oui, je pense que le débat pour la présidentielle pourrait sérieusement monter d'un cran, à condition qu'on n'emploie pas des mots tabous, des amulets, des ceci, des cela, hein, pour faire taire les gens. Hein. Quand on dit totalitarisme, on parle d'un totalitarisme, et pas de tout ce qu'on veut mettre dedans parce que ça nous embête. Que quand on dit il n'y a pas d'alternative en Syrie, eh ben, on devrait avoir un blâme, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'entre Bachar et Daesh, il n'y a rien. La preuve, ça continue. Ça veut donc dire qu'il y a encore, au bout de 6 ans, des possibilités. Mais moi, ce qui me fait le plus peur dans le débat à la présidentielle, et je finirai là-dessus, et je suis conscient que je franchis un peu la ligne rouge, c'est la poutinisation. C'est-à-dire que vraiment, bon, au moins personne fait du Trump, en tout cas ne fait semblant de faire du Trump, en tout cas ne prétend que Trump est... Mais dire que Poutine, sur les questions qu'on a évoquées, a raison en Syrie, a raison ailleurs et a trouvé la bonne réponse au terrorisme, et vous voyez que ça va sur l'ensemble de la scène politique, et bien c'est pas prendre les gens pour des citoyens et des adultes. Merci de votre attention. Je voudrais, avant qu'on se sépare, d'abord vous remercier encore une fois, et puis remercier aussi 2 personnes grâce à qui cette conférence a été rendue possible. C'est Madame Ghislaine Hudson, qui était proviseure de Darius Milhaud, qui est aujourd'hui médiatrice de l'éducation nationale, qui nous a fait aussi l'honneur de venir pour parler de la laïcité avec les premières, vous n'étiez pas là. Et puis, je ne sais pas si elle est là, Christine Lanza, Pierre, qui est une collègue, maman d'élève, qui a rendu cette rencontre et ces connexions qui permettent ces conférences. Bonne soirée à tous.